Bonjour Gwen, bonjour Bambou. Bonjour. Bonjour Esther. C'est un plaisir d'être avec vous. Et du coup, pour commencer ce petit entretien sur le cirque, les réseaux sociaux, le numérique, est-ce que vous voudriez bien, chacune votre tour, vous présenter un peu rapidement, en quelques mots, votre parcours et qui vous êtes? Du coup, je m'appelle Gwen Bukowski. Je suis née à Reims en 1994 et j'ai fait un parcours scolaire bon jusqu'au lycée. Et après le lycée, je suis rentrée en école de cirque. Je suis rentrée à l'école de cirque de Lyon. Ensuite, j'ai fait un an à Amiens, puis un an à l'école de Rosny-sous-Bois et j'ai terminé ma formation au CNAC à Châlons. Et du coup, après le CNAC, eh ben, j'ai commencé à travailler. Mon premier projet, j'ai travaillé en Espagne dans un projet de Marcel et ses drôles de femmes, en parallèle de la création du spectacle qu'on a créé avec Bambou, qui s'appelle l'Hiver rude. Et puis, je travaille là aussi en parallèle dans deux autres compagnies, une qui a un projet en chapiteau et une compagnie qui fait du théâtre objet dans des scènes nationales. Enfin voilà, un spectacle un peu différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Puis j'ai complété mon parcours, on va dire, d'artiste de circassienne en me formant techniquement dans le domaine de la technique de cirque. Et puis je me suis fait plaisir, j'ai passé un certificat d'artificière. Voilà. Alors, moi, je m'appelle Bambou Monet. Je suis née le 24 janvier 1992. J'ai donc 30 ans aujourd'hui, dans très exactement 3 heures, puisque je suis née à 14 heures. Et alors, moi, j'ai fait un parcours scolaire classique, mais j'ai commencé la musique et le cirque à 8 ans. Donc, un peu naturellement, on va dire que je me suis dirigée vers ça à l'âge de 19 ans. Donc, j'ai fait plein d'écoles à la suite. J'ai fait Passe-Muraille, Théâtre Circule, 2 ans à l'école de cirque de Lyon, un an à Rosny et un an au Lido. J'ai rencontré Gwen en 2012 à Lyon, parce qu'on a une spécialité commune, le trapèze fixe. Et après ça, je me suis aussi formée au CNAC en magie nouvelle pendant 2 ans. J'ai intégré la compagnie Blizzard Concept en tant que ninja en magie nouvelle. Donc voilà, ça c'est pour le pôle plus technique. Du coup, là, c'est marrant de voir en fait qu'avec Gwen, toutes les deux, on a une espèce de casquette technicienne à côté de notre métier d'artiste. Et j'ai créé donc l'Hiver rude avec Gwen, qui est sorti il y a quelques mois, 6 mois. Et donc à côté de ça, voilà, je fais de la magie, de la technique, d'autres projets. Voilà. Merci beaucoup pour cette présentation. Votre site internet de la Générale Posthume, dont on pourrait parler un peu parce qu'il est vraiment très complet, très multiple. Les mots puzzle dadaïste, kaléidoscope, etc. ont l'air d'assez bien convenir parce qu'il y a beaucoup de médias en même temps, beaucoup de photos, beaucoup de textes divers, le lien vers vos vidéos. Et du coup, ça fait quelque chose de très éclaté et en même temps, ça construit déjà une esthétique. Comment est-ce que vous avez construit ça? Bambou, il y a marqué que c'est toi qui as fait le site. Comment vous avez pensé ça? Comment ça vous permet de créer aussi une identité artistique? Tout a commencé quand on a fait les vidéos avec Noémie Deveau, donc toutes les petites vidéos dont on parlera peut-être après. Puis avec Gwen, on se disait, bon, ok, mais du coup, on les partage sur quoi? C'est assez étrange, mais on a rejeté direct l'idée d'avoir un Facebook de compagnie. Déjà, je trouve que Facebook, c'est un outil qui est un peu dépassé pour plein de choses. Donc, avoir une page Facebook pour avoir allez, 100 likes la première semaine et en fait, après, plus personne n'y va vraiment. Et si tu ne produis pas du contenu, de toute façon, ta page, elle est reléguée. Enfin, l'algorithme, il la met tout au fond. Et bref, je ne voyais pas trop l'intérêt. Après, j'ai pensé à Instagram, que je manipulais pas trop, parce que ça, c'était donc en 2020 que j'ai fait le site. Et je me suis dit, il y a un truc intéressant parce qu'on peut faire un truc un peu visuel avec les photos, suivant comment tu construis ta page Instagram. Gwen, elle n'utilise pas du tout Instagram. Donc, sur le coup, elle n'était pas trop pour la page Instagram. Donc, c'est vrai que je me suis dit, bon, ok, laissons tomber Instagram. J'ai pensé à Tumblr. Donc, j'ai commencé à le manipuler un petit peu. Ça correspondait pas à ce que je voulais. Donc, je me suis dit, non, c'est toujours pas ça. Je suis allée voir sur des sites internet des compagnies. Je disais, j'aime pas ce truc où tu vas de page en page. Je trouvais ça froid. Enfin, la plupart du temps, c'est pas très joli. Comme j'avais fait le carnet d'étimographie, donc que tu as dû voir, où j'avais fait plein de collages et que moi, je dessine pas spécialement machin, mais je fonctionne par collage et par superposition de plans, en fait. C'est comme ça que j'ai fait le dossier et je colle des choses ensemble. La vérité, c'est que je me suis inspirée très, très fortement de 2 sites internet pour faire le site internet de la Générale Posthume. Le premier, c'est celui de Bonaventure Gacon,
où il a, je crois, c'est dans mes souvenirs, des extraits de journaux et un peu du papier craft collé dessus. Enfin voilà, un espèce de site que je trouvais très beau. Ah oui, il y a celui des Gums aussi qui m'avait pas mal inspiré. Et celui qui m'a le plus inspiré c'est celui de Marivella, qui est trapéziste au Lido, qui a un site complètement collage avec une page unique. Et là, je me suis dit, non, mais ça, c'est la révolution, en fait, il faut faire comme ça. C'est Bamboo qui a pris en charge toute cette partie-là. En fait, on n'aime pas trop les choses qui sont un peu, on va dire, attendues et conventionnelles. Et c'est vrai que l'idée de faire un site internet avec plein de menus déroulants ou une espèce d'arborescence comme ça d'un site internet, ça nous paraissait assez flou, d'autant plus qu'avec Bamboo, on s'est retrouvé vraiment pour créer un spectacle et on s'est pas retrouvé dans l'optique d'avoir une logique de compagnie vraiment productrice de spectacle. C'est que nous, on se retrouve avant tout pour un projet parce qu'on a envie de le faire. On a envie de créer un spectacle, mais on n'est pas dans une logique il va y avoir peut-être 15 spectacles. Donc, le site internet, il faut qu'on parle de plein de choses différentes. C'est un site qui nous ressemble aussi dans le sens où c'est une seule grande page dans laquelle il y a plein de petits liens. On a toutes les infos, on a plein de choses sous les yeux, un peu comme si on se baladait dans une exposition ou dans un cabinet de curiosité où en fait il y a une seule grande pièce, mais il y a plein de petites étagères, il y a plein de petites choses. Ce site-là, c'est presque une production plastique en fait, mais en numérique, et ça nous correspond beaucoup. Moi, je le vois beaucoup plus comme un outil artistique et comme un objet artistique en soi. Pour revenir un peu en arrière sur le fait que je voulais pas faire des pages où tu cliques pour aller de page en page, parce que la réalité, c'est que tout va tellement vite sur les réseaux, plus personne clique vraiment. Si tu regardes un peu les statistiques des vidéos sur Instagram ou sur YouTube, en fait, les gens vont regarder les 12 premières secondes et après, ça s'arrête. Moi, je me suis rendu compte que j'avais cette consommation-là des réseaux aussi et que je voulais donc avoir un truc que moi, je regarderais, moi qui vais très vite dans la consommation des réseaux. Je ne regarde pas des vidéos qui font plus d'une minute, jamais. Et aussi au niveau de, tu vois, je n'ai pas regardé les statistiques du site internet, mais on pourrait les regarder par curiosité. C'est pas énorme. En fait, les gens vont moins sur les sites internet maintenant. C'est vrai qu'ils vont plus sur les pages Instagram. On nous a demandé plusieurs fois si on avait un Instagram et tout ça. En fait, les pros, oui, ils y vont un peu, mais moi, je le prends vraiment comme un objet artistique, un vrai outil qui va faire que la Générale Posthume va être achetée ou connue. En effet, on retrouve les informations principales, mais c'est plus un objet beau pour les yeux que utile. Est-ce que vous avez eu des retours là-dessus? Est-ce que vous avez des demandes? Est-ce que dans le milieu, il faut absolument avoir une page Facebook, etc. ou de toute façon, ça gêne pas en fait? Une première chose qu'il faut savoir, c'est que moi, j'utilise pas du tout d'Instagram. J'ai une page parce que j'ai eu besoin à un moment d'aller voir des choses qui étaient sur Instagram. Mais moi, du coup, j'ai un compte que j'alimente jamais. En fait, j'ai pas vraiment cette curiosité d'aller voir ce que les autres produisent sur les réseaux sociaux. Dans mon environnement proche, on va dire circassien professionnel, les gens, moi, m'ont jamais demandé s'il y avait une page Instagram de la compagnie. Par contre, il y a plein de gens qui nous ont dit les vidéos que vous avez faites qui sont sur vos pages Facebook, on les aime. Quand on a commencé la Générale Posthume et tout ça, je me suis toujours dit, vas-y, je vais me battre vraiment au bout. Je ne veux pas avoir de page Instagram de la Générale Posthume ni de page Facebook. Et page Facebook, j'en suis vraiment sûre à 100%, j'en ferai jamais une. Sur Instagram, j'étais partagée. Et après, je me suis dit, OK, va voir les autres Instagram des compagnies. Comment ça marche? Bon, il y a 160 personnes qui suivent au maximum. C'est toujours pareil. En fait, il faut une alimentation régulière et tout ça. Et du coup, je me suis dit, OK, sur l'Instagram de Bamboo Monnaie, qu'est-ce qui est publié en majorité? En fait, je publie que des trucs de la Générale Posthume et quelques trucs perso. Et du coup, je me suis dit, attends, mais en fait, profite de ce que tu as déjà, c'est-à-dire profite d'avoir déjà mon compte. Après, moi, j'ai pas beaucoup de gens qui me suivent. Je fais une mini incartade, mais Instagram, c'est quand même incroyable. Tous les gens du CNAC, ils ont plus de 1000 followers. C'est quand même, ils ont une utilisation d'Instagram à coup de hashtag hyper efficace, des publications très, très souvent. Et du coup, voilà, j'ai un peu regardé comment c'était. Et bref, tout ça pour dire que je me suis dit, je vais garder mon Instagram que j'ai renommé, qui s'appelle Bamboo Monnaie-la Générale Posthume. Dans la description de l'Instagram, il y a la description de l'hiver rude. Et après, il y a du perso à côté. Tu vois, il y a des gens que ça dérangerait vachement, qui diraient non, il ne faut pas mêler le perso, c'est pas professionnel et tout. Mais moi, je ne suis pas du tout d'accord parce que la Générale Posthume, c'est une entièreté. Je n'ai pas envie de nous faire croire qu'on est des sérieuses et tout ça. Non, la Générale Posthume, c'est aussi des conneries, c'est de la rigolade, c'est la vie, c'est la vraie vie, tu vois.
Cette identité générale posthume, elle existe uniquement parce qu'on est nous, Bambou, Gwen et les gens avec qui on travaille. Le spectacle L'hiver rude, il existe parce qu'on est nous et parce qu'on aime des choses, qu'on a des références. Presque, c'est un support qui est indissociable de nos noms et de nos personnalités, nos identités propres à nous, à chacune. Donc, ouais, en fait, avoir une page qui s'appelle La Générale Posthume ou pour l'hiver rude. Et Bon, qui est très sérieuse, où il ne faut pas mettre de conneries, ouais. il faut, voilà, les dates et tout. En fait, ce n'est pas du tout nous et ce n'est pas comme ça qu'on a fait notre dossier artistique. Enfin, voilà, on a vraiment voulu des fois des écritures très hachées, qui se rapprochent vachement de la façon de parler en réel. Je ne supporte plus quand je vois des dossiers artistiques hyper froids parce que c'est sérieux et parce que l'art, c'est sérieux. Et c'est un peu ce qu'on a aussi dans l'hiver rude, tu vois, c'est caustique, c'est impertinent, c'est trop sérieux la vie pour être sérieux tout le temps. Du coup, on a voulu un peu casser ça dans nos modes de communication. C'est toujours perturbant d'avoir un compte qui est celui d'une compagnie alors qu'en fait c'est celui de l'artiste, mais en même temps ça se mélange beaucoup, où on sait plus très bien, c'est un ancien compte perso d'ado qui se transforme en compte artistique pro, tout en mettant des photos d'autres projets parce que c'est relié à leur vie d'artiste et du coup ça fait un bloc médiatique unique. Le fait d'avoir, par exemple, une page très identifiée sur une compagnie ou sur un spectacle, j'ai la sensation que nous, déjà, ça nous correspond pas parce que ça nous obligerait d'une certaine manière à produire du contenu et à formaliser quelque chose et à décider de ah tiens, cette image-là, il faut qu'on la montre parce qu'elle est intéressante, ou ah il faut qu'on alimente notre compte sur les réseaux sociaux pour montrer qu'on travaille, bien, pour montrer qu'on est productive, qu'on est intéressante. Comme une pression un peu du Oui, média en fait. c'est ça. D'un seul coup, ça devenait oui, une façade très officielle et pas du tout spontanée. Quand je vois Bambou, quand je vois ce qu'elle poste, ce qu'elle partage, c'est des choses qui sont spontanées. Si on les prenait dans la vie réelle, en fait, c'est des situations qui nous feraient réagir et j'ai l'impression que c'est pas du contenu construit. J'avais complètement cette utilisation-là et j'ai changé depuis 2 mois. J'ai voulu republier sur Instagram parce que je ne l'avais jamais fait, toutes les vidéos qu'on a fait avec Noémie Deveau. Et je me suis dit, tiens, je vais changer de fonction de fonctionnement de publication sur Instagram. En fait, c'est un truc de ouf, cette espèce de monde capitaliste où on nous fait avoir envie d'avoir des gens qui nous suivent. Que j'ai vraiment fait des publications, tu sais, sur Instagram, il faut quand tu publies par 3, après, ça organise ton Instagram d'une manière assez esthétique. Donc, en fait, je me suis dit, vas-y, je vais republier toutes les vidéos en ayant une vision de mon Instagram plus large et en la voyant sur 2 mois à l'avance, en fait. Et franchement, bah, ça m'a pas trop plu. Ça m'a mis une grosse pression. En fait, tu penses vachement en termes d'esthétique, en termes de hashtag, qu'est-ce que je vais mettre, est-ce que je veux plus de followers? En fait, on s'en fout. Tu vois, qu'est-ce que je veux toucher avec la Générale Posthume? Qu'est-ce que ça va me changer d'avoir 500 followers de plus? Ça va pas changer la vie du spectacle. Plein de questionnements, en fait, sur pourquoi être très vu sur les réseaux? Qu'est-ce que ça va changer? C'est vraiment un investissement C'est une qui est... planification. Là, tu le vois vraiment si tu regardes mon Instagram. Ici, c'est complètement désorganisé. Et à partir de là, j'ai commencé à inclure les titres. Ça va par 3 à chaque fois. Tu vois, ça crée une esthétique globale de la page. Mais maintenant que je me suis engagée là-dedans, eh ben, en vrai, je ne peux plus en sortir parce que maintenant, si je publie une photo toute seule, bah, ça décale tout le reste. Dès que tu veux t'engager à tenir une page, c'est plus le même boulot. J'ai l'impression d'être devenue community manager. Il y a tout ce poids-là et en même temps, vous avez produit beaucoup de choses et vous produisez beaucoup de choses parce que vous avez commencé avec les vidéos de Noémie. Et en même temps, ça ouvre à la question plus générale du cirque un peu sur les réseaux sociaux et d'être artiste sur les réseaux. Est-ce que c'est pertinent? Quel investissement ça demande et quelle forme ça crée? Donc, la première question on a produit beaucoup de contenu. En effet, ce n'était pas du tout prévu. Au début, on voulait faire juste un teaser. Puis après, ça s'est transformé qu'on avait tellement d'idées et d'envie. Et en vrai, avec Gwen, même si on n'a pas du tout la même utilisation des réseaux sociaux, par contre, on a, je pense, un amour fou pour la caméra et les vidéos. C'est juste qu'on ne veut pas les partager de la même manière. Moi, je vais avoir envie de le balancer sur les réseaux. Je vais avoir envie de formats des fois courts parce que ça fonctionne comme ça sur les réseaux. Et Gwen, c'est pas forcément, c'est
juste elle le mettrait peut-être plus sur YouTube et pas forcément sur Facebook et tout ça. Je pense qu'on a une idée déjà de 10 vidéos à l'avance de Gwen dans la neige, Gwen avec une grande cape militaire. Moi, je suis sur une luge et elle me traîne et je suis sur la luge en robe de mariée à manger, par exemple, juste une traversée comme ça. Enfin, tu vois, on a plein d'idées et j'ai pas encore bien développé dans ma tête l'idée de cirque en vidéo, mais pour moi, ces vidéos-là, c'est des vidéos de circassiens. C'est hyper esthétique, ça inclut le corps et en même temps, c'est très clown parce que nous, on a cet aspect-là. Certaines vidéos, tu les identifies comme vidéos de circassiens, qui seraient quand même différentes de vidéos de gens de théâtre ou de danse, etc. C'est spécifique parce que peut-être déjà, il pourrait y avoir des choses corporelles. Après, nous, on n'a pas inclus beaucoup de cirque. Tu vois, dans nos vidéos, tu ne nous vois pas faire une accro parce que c'est pas trop notre truc, ou on met pas forcément le trapèze et tout ça, mais c'est plus clown. Et du fait de clown, ça se colle au cirque. Mais c'est vraiment un truc que j'ai du mal à bien théoriser. J'ai l'impression que c'est nos corps dans un espace qu'on filme et que c'est pas une situation dans laquelle il a fallu que le corps soit acteur pour renvoyer quelque chose. Pas simple à formuler. Les copycats, ils sont un peu, Ricardo Mendes et tout ça, ils sont un peu dans cette vague de vidéos de cirque. Et tu vois, il y a, dans la nuit du cirque, je fais une mini incartade juste pour dire qu'il y a les petites pubs, notamment, tu vois, la vidéo avec le grille-pain, où ils se lancent un grille-pain, Gwen, Arthur et Théo, ils se lancent un grille-pain comme ça, et au final, le grille-pain tombe dans l'eau. On a fait des petites pubs comme ça. Et ces toutes petites vidéos-là, genre ces esthétiques-là, avec Théo, c'est vraiment ce qu'on cherche. Des vidéos esthétiques, mais c'est pas du cinéma, mais ça raconte pas vraiment une histoire avec. Il n'y a même pas besoin de faire un storyboard. Bref, c'est ce genre d'esthétique-là. À la fois une esthétique, à la fois une façon de se positionner par rapport à la caméra et d'envisager la caméra, et aussi un type de narration ou d'histoire qui n'en est pas une, mais qui est particulier à la vidéo de circassien. Et aussi des personnages hors réalité, hors quotidien. Par exemple, tu vois ce truc qu'on dit dans la neige, ou c'est vrai que nous, on va plus penser du côté personnage, mais pas dans le mauvais sens du terme, plus juste des gueules, tu vois, une coiffure, un costume, tu vois, on adore les robes de mariée, les vieux costumes militaires. Qu'est-ce que ça fait si tu mets une mariée au milieu d'un cimetière, tu la filmes comme ça, tu fais un plan séquence, je sais pas, mais voilà. Un truc un peu une vidéo, enfin, je veux dire cinéma carrément, du cinéma absurde, cinéma surréaliste, avec vraiment des situations et des fois c'est juste vraiment un détail qui fait que en fait, ça prend tout son sens. Un peu à la Wes Anderson. Là, j'ai vu son Ouais. dernier film, The French Dispatch, et j'étais là, mais ce mec, il fait des films de circassiens. Si j'avais fait du cinéma, c'est sûr que j'aurais fait des films comme ça. C'est cette esthétique-là que j'appelle circassienne, et alors que c'est pas clair comme mot, ça veut rien dire, c'est circassien, mais couleurs, les costumes, très typés en fait, très particuliers. Et il y a aussi un aspect qu'on aime et qu'on a en référence, c'est les formats très courts, genre les Deschiens, par exemple, qui est une situation qui est assez claire, avec des personnages très définis, très marqués, des couleurs très marquées, une caméra fixe, et ça dure pas longtemps. Des personnages qui ont vraiment, c'est du détail, mais en fait, ça fait tout. Ou même, moi, je regardais hier, j'ai regardé I Feel Good de Kervern et de Lépine. En fait, c'est des choses qui nous parlent beaucoup aussi dans on va dire dans le stéréotype social projeté dans une vidéo. Est-ce que c'est celui où il y a Jean Dujardin qui est en peignoir? Oui. Par exemple, ça, tu vois, c'est complètement ouf d'avoir. Pour moi, c'est ça, tu vois, tu as une image d'un mec en peignoir qui marche au bord de l'autoroute. J'ai l'impression que nous, on cherche aussi des vidéos un peu extra quotidiennes, avec un peu une touche d'humour. Et c'est vrai qu'alors, toute la vague Groland, Yolande Moreau, etc., enfin, nous, c'est vraiment une direction. Et après, je voulais dire un autre truc. Je crois que toi, Gwen, tu le faisais avec tes sœurs quand vous étiez petites. Vous filmiez vachement aussi avec la webcam et vous faisiez un peu des parodies. Ouais. Et je sais que Théo le faisait aussi. Et j'ai pas mal de copains. J'ai l'impression que c'est une génération où, comme on a eu le début des webcams et tout ça, on a vachement fait aussi dans nos vies perso ce qu'on appellerait des petits sketchs, des petites parodies, faire un truc par-dessus une chanson, se déguiser. Et en fait, moi, quand on fait ça avec Gwen et quand on a filmé les vidéos avec Noémie, j'avais l'impression d'être avec ma sœur et voilà. Et du coup, j'adore ça et j'ai envie de continuer à l'explorer. C'est trop agréable, c'est trop marrant et le résultat est cool, quoi.
Genre, avec une caméra, normalement, on fait des films avec des stars dedans. Et ben, parce que d'un seul coup, c'est entré dans la sphère familiale, il y a la possibilité de faire comme les gens qu'on admire, mais du coup, de faire avec les moyens du bord, avec un drap qui devient une espèce de tenture magique. Ouais, c'est ça, c'est un procédé de fabrication, c'est du DIY. T'adores ce que fait telle personne. Toi, chez toi, t'as presque les moyens de faire pareil. Tu vois bien l'intention, mais tu vois bien aussi le manque de moyens. C'est là qu'il y a un décalage et c'est ça qui est drôle aussi. Enfin, qui, moi, me fait mourir de rire. Les parodies me font souvent mourir de rire. Il y a plein de compagnies qui font des teasers de spectacles très très sérieux. On en voit Oui, oui, beaucoup. c'est vrai. Mais ça rejoint exactement ce qu'on disait sur les pages Instagram, sur le dossier. En fait, sortons du sérieux. Enfin, je sais pas, moi, j'ai pas fait ce métier pour être carrée, sérieuse. Ah non, sûrement pas. Ouais, j'ai envie de rigoler dans ma vie, j'ai envie de faire des trucs cons, j'ai envie, quand tu vois les relations avec les pros, que quand ils lisent des documents, ils soient un peu secoués, tu vois, qu'ils soient pas. Et les vidéos, c'est pareil, irrévérencieuse. Nous, on nous dit tout le temps qu'on est irrévérencieuse dans notre façon de communiquer, dans le spectacle et tout ça. Et c'est vraiment ça, c'est rire un peu de tout ça. Il y a à la fois le côté parodique, on sent le côté comique, etc. Et en même temps très réfléchi. C'est pas forcément un discours derrière, c'est pas aussi précis que ça. Mais on voit que vous avez des choses à dire. Comment vous avez pensé ces vidéos-là? Comment ça participe aussi de ce que vous avez à dire? Noémie, elle est venue 2 jours, si je ne me trompe pas. On a tout tourné en 1 jour et demi. Je crois que nous, notre meilleur ami, c'est l'improvisation, le rush, pas de storyboard. C'est marrant parce que la seule où on a fait un storyboard, je ne sais pas si tu te souviens, Gwen, et une Oui. vidéo avec Noémie qui n'est pas sortie parce qu'en fait, elle n'arrive pas à la monter, ça ne marche pas, ça sort complètement de l'esthétique de ce qu'on a fait. Et en fait, nous, bah, on va foutre un costume machin. Gwen, elle va aller dans une boucherie et elle va parler au monsieur et lui demander des pieds de porc. Et là, va s'engager un truc. Le cimetière, tu vois, le pique-nique dans le cimetière, on n'avait rien prévu. On a dit, on fait un plan séquence, on filme pendant 10 minutes en continu. Et voilà, prochain projet de la Générale Posthume, si nous arrivons à le mener, ce serait de faire justement tous ces types de vidéos, mais à beaucoup plus, environ entre 6 et 8 personnes. Pareil, tu mets un costume, tu vas dans le village, tu rentres dans le salon de toilettage et s'engage quelque chose, on filme, on ne refait pas la scène. Et en fait, ça nous met dans un état, enfin moi franchement, je suis là, enfin j'en peux plus tellement c'est stressant, mais j'adore parce que en fait, le résultat, on l'aurait jamais obtenu comme ça si on s'était posé à la table et qu'on avait réfléchi. Et après, tant mieux parce que s'il en ressort quelque chose, ça veut dire qu'en fait, on est plutôt cohérent et qu'à la fin, il y a quand même quelque chose qui s'en dégage. Mais vraiment, on n'avait rien prévu avec Noé. Le plan du boucher, on l'a refait 2 fois parce que le boucher, il était trop chaud de jouer. Du coup, il est là, je peux refaire et tout, je peux redire une autre phrase, j'ai une idée de phrase. Et quand je me balade avec les chats dans la rue et que je croise le monsieur qui a son petit chien, là, son espèce de chien chinois à crête qui me monte dessus, ça, miracle de la vie, il était là, je l'ai croisé. Et c'est marrant parce qu'en y discutant avec certains circassiens qui vont venir là, donc sur ce projet un peu plus gros de laboratoire pour tester des vidéos, c'est plutôt allons-y, le stress de la caméra, de toute façon, il te met dedans. Et puis de toute façon, on est tous un peu cons et du coup, on se chauffe la connerie. C'est passionnant comme sujet et c'est passionnant d'avoir une réflexion là-dessus parce qu'en fait, on nous y incite pas tant que ça parce qu'a priori, la vidéo, c'est pas notre médium dédié pour le monde du cirque. Par exemple, dans le milieu universitaire, il y a beaucoup de colloques ou de choses comme ça sur le numérique, les humanités numériques. Là où c'est relié aux arts du spectacle, c'est plutôt l'utilisation de la vidéo dans les spectacles ou les choses interactives et participatives qui ne regroupent pas du tout l'entièreté du phénomène. Donc. Quand j'étais à Rosny, on a fait un travail avec Jean-Michel Guy, dont le sujet pour mon groupe, c'était cirque et écran. Ça a interrogé beaucoup de choses justement sur cet outil de la caméra et du corps et la question des points de vue, la notion de circulaire et la question de faire spectacle en 2D et non plus en 3D. Et du coup, en fait, tout ce qu'on est en train de se dire, ça me fait un peu écho par rapport à ça. Pour le travail qu'on a fait avec Noémie Deveau, en fait, on a eu, entre guillemets, l'inspiration par le lieu aussi dans lequel on était. C'est qu'on était du coup à Montigny-les-Metz, au nord-est de la France. Moi, j'ai une espèce de passion pour, on va dire, en fait, pour les lieux assez austères, les lieux qui sont chargés d'une histoire très en lien avec la guerre. Après, moi, c'est un peu dans ce milieu-là que j'ai grandi. Et en fait, c'est des endroits qui sont chargés émotionnellement. Du coup, ça donne aussi des possibilités de contraste
et de décalage, de création de situations très absurdes où, par exemple, la vidéo où on chante la chanson « Naître et mourir pour la paix » en costume de cirque dans un cimetière militaire, c'est une situation en fait qui arrive d'elle-même parce qu'à un moment, on passe devant un cimetière militaire. Nous, on connaît cette chanson avec Bambou, on a nos costumes de cirque et en fait, il y a toute l'histoire aussi qu'on développe un petit peu dans le spectacle L'Hiver Rude, du lien qui peut se faire entre, on va dire, le grand thème de la femme ou des femmes, le grand thème de la guerre, du combat, de la résistance et le grand thème du cirque. Tout ça, c'est lié et en fait, on arrive à un endroit où ce qu'on est nous vient faire écho à ce qu'on a devant les yeux. Et en fait, il y a une situation qui se crée presque d'elle-même. On ne peut pas ne pas faire ça. Le hasard est tellement merveilleux à cet endroit-là qu'il faut qu'on chante cette chanson dans ce cimetière avec ces costumes-là. Et l'impact visuel que ça a, je trouve, c'est très fort, j'ai l'impression. C'est joli cette histoire de la vidéo qui vient capter un instant, enfin qui vient capter le monde réel, là où il rejoint en fait vos propres obsessions. Même si la vidéo est improvisée, etc., que le lieu n'a pas été réfléchi avant, elle est quand même reliée au contenu du spectacle. Complètement, ouais. Ce truc-là d'aspirer le monument aux morts, c'est que spontanément, nous, on cherche pas du sens, mais quand tu regardes la vidéo plusieurs fois, que tu vois du coup ces deux personnages face au monument aux morts, en fait, il y a une situation presque qui se raconte. Déjà, la symbolique de aspirer, de dépoussiérer un monument aux morts, il y a quelque chose qui se raconte à cet endroit-là. Et en plus, avec en gros, le militaire qui est face au monument aux morts, il y a ce personnage en robe de mariée qui aspire le monument aux morts et lui, il est en face. En fait, il y a une situation qui se crée qui est en fait assez poétique. Il y a beaucoup de choses dans ce qu'on fait et dans ce qu'on aime qui sont de l'ordre d'une poésie qui n'est pas forcément poésie dans le sens romantique, délicat du terme. Il y a une beauté de la situation qui n'est pas forcément dissible. Oui, une poétique même qui se construit et dans l'image et dans ce qu'elle a d'improbable, un peu comme la superposition d'Ada d'ailleurs. Exactement, c'est ça. Du coup, moi, ça m'a ouvert vers une autre question sur la façon dont vous envisagez aussi, on va dire, votre univers artistique. En fait, de manière classique, on parle généralement d'œuvres, il y a le spectacle, etc. Et en fait, avec ces vidéos-là, ça fait un peu une constellation. Il y a une sorte d'univers qui est plus large que la scène et le spectacle. La Générale Posthume, L'Hiver Rude, c'est au-delà de juste le spectacle et la compagnie. Ça, c'est indéniable. Ce qui s'est passé pour nous, au moment où on a filmé aussi les vidéos, c'était notre première semaine, notre premier créneau de résidence avec l'équipe au complet, avec le son et la lumière. Et c'était très tôt dans le processus de création. Et c'est vrai que ce qu'on a filmé, c'est presque la jeunesse du spectacle. C'est presque une bande-annonce de ce qu'il allait y avoir dans le spectacle. L'avant-propos, la préface. C'est comme s'il y avait tout le contenu du spectacle qui va se retrouver à un moment presque figé à l'intérieur d'une salle, à l'intérieur d'un chapiteau. Et bien en fait, c'est comme s'il avait eu un vécu avant, que ces personnages, ces situations, elles ont existé dans la vie réelle, la vie à l'extérieur du lieu habituel de la représentation du spectacle. Et en fait, on a eu la possibilité de capter ces moments, du coup, un peu de les immortaliser. À un moment, il y a le spectacle qui arrive, qui existe, qui est en 3D, qui est avec des corps vivants. Mais en amont de tout ça, il y a une autre vie en 3D, elle aussi, mais à laquelle les spectateurs et les spectatrices, ils ont pas eu accès, qui est en fait vraiment la naissance, la gestation de ce qu'ils sont en train de voir. Et du coup, on a quand même une trace de ça par le biais de la vidéo. Ça renverse aussi complètement le rapport. Ce qui est figé, ce qui est une forme fixe, c'est le spectacle vivant, là où les choses en gestation vivante d'elles-mêmes, en fait, c'est la vidéo. Et ce qui en soi est presque, on va dire, logique et cohérent par rapport à nous, Bambou et Gwen, parce que avant de créer, de créer ce spectacle L'Hiver Rude, on a utilisé une très très grande feuille où on a mis en gros nos rêves de spectacle et énormément de références, des choses qu'on aime, des esthétiques qu'on aime, et en fait dans les références dominantes, il y a énormément le cinéma avec des films assez caractéristiques. Si l'outil vidéo, le cinéma, la caméra, ça n'avait pas existé, bon alors forcément on n'aurait pas ces références-là, on n'aurait pas ces inspirations.
Mais c'est que mine de rien, c'est presque la case la plus importante. On était en gestation d'un spectacle, mais par la vidéo avant même de l'avoir créé. On aime le cinéma et la caméra, en fait, tout simplement. Oui, identité propre et en même temps, quand on regarde par exemple ce qu'ont fait Cyriac et Vimala Ponce, etc., où ils ont fait des spectacles entiers qui justement expliquent que leurs références à eux sont dans le cinéma et dans un certain nombre de films, etc., pour faire une histoire du cirque mais qui passe par le cinéma. Ça rejoint aussi ces problématiques-là. Pour avancer un peu, je pense qu'on peut parler de la nuit du cirque numérique aussi. Du coup, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'origine, vraiment, on avait une carte blanche pour la nuit du cirque qui n'était pas encore numérique avec Bambou. Et ce qu'on voulait, c'était, on va dire, une intervention, un spectacle dans la rue. Au final, restriction Covid, on peut peut-être garder une intervention dans la rue, mais à un moment, il y a un chapiteau qui est implanté pas très loin et on crée un spectacle en parallèle sous chapiteau. Donc en gros, ça commence en déambulation dans la rue, ça finit en chapiteau. Après, plus de rassemblement dans l'espace public, c'est uniquement sous chapiteau. Ah, finalement, le principe qu'on avait en tête n'est pas possible. Donc, il faut qu'on crée une forme de spectacle. Au final, chapiteau, c'est pas possible. Donc, on nous dit, on va faire ça dans une salle. Ok, donc on passe de la rue au chapiteau à la salle. Du coup, voilà, on arrive à la salle et au final, on nous dit, ah bah non, Covid, on annule tout. Avec Bambou, on se dit, quand même, on avait une équipe de copains et de copines avec qui on voulait faire cette nuit du cirque et on leur dit, attendez, genre on va rigoler ensemble, on va faire un peu une sorte de récréation circassienne. Au final, quelques semaines avant de se retrouver, on nous dit « Ah, attention, la nuit du cirque n'est plus une nuit du cirque, mais une nuit du cirque numérique. » Donc, il va y avoir quelque chose, mais avec l'outil caméra, l'outil vidéo. Ah, et je vois que Cyril nous rejoint. Salut Cyril! Bonjour. Du coup, j'en suis à... On nous annonce que donc la nuit du cirque va être numérique. Et là, à ce moment-là, on se dit, qu'est-ce que ça veut dire une nuit du cirque numérique? Qu'est-ce qu'on va faire? Toutes les informations sur le contenu, la forme et les moyens techniques qu'on a à notre disposition, tout ça, ça arrive au compte-gouttes. Et nous, on avait du coup une semaine normalement de prévu pour la nuit du cirque, du lundi au vendredi. Toute l'équipe est réunie et le lundi, on a les dernières informations de en fait ce qu'il faut faire, ce qu'il faudrait faire. Donc, on nous dit qu'on a une carte blanche pour faire une nuit du cirque numérique, que ce sera diffusé le vendredi soir et qu'on peut faire ce qu'on veut. D'accord, on fait ce qu'on veut, mais en fait, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on n'a pas du tout envie de filmer un spectacle parce qu'on trouve ça presque aberrant. Dans l'équipe, on est quand même une équipe de gens qui ont la déconne un peu facile. On aime beaucoup le système de parodie, de caricature. Et du coup, on se dit, OK, on va faire une émission de cirque. Et on décide de ça le mardi, en sachant que le vendredi, c'était du coup une journée qui était entièrement consacrée à du montage et à de l'envoi de fichiers très très lourds pour que ça puisse arriver à l'heure et que ce soit diffusé à l'heure sur les plateformes dédiées. Donc, on se retrouve à devoir travailler mardi, mercredi, jeudi. Donc, à monter en 3 jours un projet numérique qui, à la base, n'est pas du tout dans nos compétences. Il faut le souligner, notre travail, c'est quand même d'utiliser notre corps dans un espace qui est visible et perceptible par des spectateurs et des spectatrices. Et là, d'un seul coup, on nous demande de faire quelque chose où on ne va pas voir notre public. On se répartit très très vite, on fait des choix très arbitraires de OK, donc il faut une équipe qui réfléchisse un peu à ce qu'on va faire. Il faut une équipe qui va réfléchir un peu à de la lumière, comment on met ça en lumière, quel décor on a, est-ce qu'il y a des gens qui sont capables de monter un numéro en si peu de temps, sur quelle musique on le fait. Il faut qu'on s'organise en termes de logistique pour faire des courses, pour faire à manger, il faut qu'on fasse un storyboard, histoire d'être un peu clair sur comment on filme, quand on filme, qui filme. Donc d'un seul coup, c'est un marathon et c'est une vraie reconversion professionnelle, vraiment en 3 jours. On passe par tous les métiers possibles du cinéma. Heureusement, dans l'équipe, il y a du coup le copain de Bambou, Théo Lavanant, qui lui filme beaucoup et qui fait beaucoup de montage vidéo. Donc, qui a déjà des compétences parce que à la base, on nous dit, en gros, il faut filmer quelque chose, mais vous avez personne qui va venir filmer, vous avez personne qui va venir monter, donc vous devez tout faire vous-même. Ah oui, d'accord. On est en partenariat avec le Palc pour cette action et le Palc arrive à nous trouver quelqu'un qui fait de la vidéo et qui fait du montage pour venir nous aider sur ces périodes-là. Et du coup, voilà, on décide de faire une émission télé un peu foutraque. Et on a aussi un mini cahier des charges qui nous est transmis par Territoire de Cirque
il faut un peu faire la promotion. On reçoit en fait une liste de teasers de spectacles, des gens qui ont, si je me trompe pas pu sortir leur spectacle à temps pendant la crise Covid. Et on a aussi un fonds d'images, de vidéos qui est mis à notre disposition dans lequel on peut venir piocher pour un peu comme de la ressource. Voilà, du coup, nous, on décide de prendre un extrait vidéo de Yo-Yo de Pierre et Tex. Voilà. En gros, ça, c'est le contexte. Après, sur la mise en forme, c'était très, très stressant parce qu'il fallait filmer. Du coup, on n'avait qu'une seule prise de chaque chose qu'on a faite. On a le stress d'une caméra, on a le stress de la prise unique et on a le stress de tout ce que la caméra va prendre, va capter. Ça va être une vérité. Et c'est que d'un seul coup, la caméra, c'est l'œil unique et il n'y a plus la multiplicité des points de vue des spectateurs ou des spectatrices qu'on a habituellement. Le moindre défaut, le moindre erreur va être visible par tout le monde et ce, des centaines de fois, puisque c'est une vidéo qui est figée, que les gens peuvent retourner voir s'ils ont envie, mettre sur pause. Tu as eu des retours de votre prestation? Les types de retours que tu as eu, c'était en direct ou par réseau? On a eu des messages de gens qui étaient en train de regarder, qui nous ont envoyé des trucs genre « Oh là là, vous êtes trop cons, c'est trop drôle » ou des choses comme ça. Et après, on a eu des retours des gens qui avaient vu, mais en physique. Et je ne crois pas qu'on ait eu de retour via des réseaux sociaux. Et t'en pensais quoi de cette forme de médiation-là? Voilà, qu'est-ce que ça t'a apporté et qu'est-ce que tu penses que ça a fait? Du coup, ça me conforte dans mon idée que en fait, si je fais du cirque, c'est pour que ce soit réel, c'est pour que ce soit vivant et que ce soit en 3D, peut-être même en 4D. Ça, c'est sûr. Ça pose du coup beaucoup la question du regard. Ça m'a apporté quelque chose là-dessus. Si le cirque, entre guillemets, devient numérique ou est numérique, tu as vraiment une prise de décision et une prise de pouvoir sur ce que va voir la personne. Alors qu'habituellement, quand tu vas voir un spectacle, toi, tu fais une proposition visuelle, mais les gens sont libres de regarder ailleurs. Alors que là, tu as quand même vraiment l'œil directeur. C'est quelque chose qui est assez radical vraiment dans la notion de perception du spectacle. Je veux pas montrer aux gens ce qu'ils ont à voir. Je préfère qu'ils décident eux-mêmes et que si ça les intéresse pas, ils aient la possibilité de regarder ailleurs. Oui, il n'y avait qu'une seule prise à chaque fois et tout ça, il y a beaucoup d'impro, c'est du gros rush et tout. Et en même temps, sur le résultat, on voit beaucoup de travail de montage en fait. Et Ouais. chaque prise est très pensée et s'enchaîne vraiment bien avec les autres. C'est que pour le coup, on a réussi quand même à faire une sorte de storyboard. On a beaucoup travaillé avec la contrainte. Déjà, on n'avait que 2 caméras pour filmer. Donc ça contraint beaucoup de choses. On savait déjà qu'on avait droit, en gros, on n'avait qu'une seule chance. Et oui, du coup, on savait aussi qu'il fallait pas que ce soit trop compliqué à filmer, parce que du coup, si c'était trop compliqué à filmer, le montage, ça allait être très difficile aussi. Ce qu'on disait un peu avec Bambou, l'histoire du collage, de l'assemblage, c'est que mine de rien, cette nuit du cirque numérique, pour nous, elle est exactement comme notre site internet et comme l'exposition et un peu comme le spectacle aussi. On a pris des morceaux, on les a assemblés et c'est pas du tout quelque chose qui a été fait dans la continuité. On a filmé un plan genre l'après-midi alors que dans le storyboard, il arrive en tout début d'émission. En fait, on a fait comme un film, on filme rarement les choses dans l'ordre chronologique. Du coup, on a dit, ah bah tiens, toi, à ce moment-là, t'es à tel endroit, le plateau, il est aménagé comme ça. Ah bon, du coup, on filme trois séquences différentes. Après, on fait un petit changement de plateau, changement de costume. Ah merde, on se rend compte que toi, quand on t'a filmé, t'étais pas encore là. Ah, du coup, il faut vite qu'on trouve une espèce de manière de rebondir pour pas que ça paraisse non plus trop foutraque. Et en fait, la magie du montage a fait que nous, on est arrivé à un résultat assez satisfaisant, malgré toutes les contraintes, malgré le fait que personne de chez nous est vidéaste. Moi, je vais te dire, ce qui m'a le plus plu, c'est de ne pas rentrer dans une forme d'intimité, mais que vous ayez scénarisé les choses. Dans les réseaux sociaux, à l'heure actuelle, on a tendance à faire des choses en direct, comme ce qu'on est en train de faire là, ou quand on fait avec le Facebook Live ou l'Insta Live. Là, le Ouais. fait que vous ayez pris la peine de scénariser les choses fait que, en tant que spectateur, tu es convié à quelque chose qui rejoint une forme de mise en scène ou mise en abîme du plateau télé et que du coup,
c'était assez drôle de voir quelque chose qui pouvait faire ressembler au plateau des nuls, quoi. Et moi, il y a quelque chose qui m'interroge pour l'hiver rude. Quand on vous suit un peu sur les réseaux, c'est la manière dont vous jouez entre ces temps qui sont des temps de rien. Tu sais, les temps de déplacement, les temps de montage, etc. Est-ce que vous avez réfléchi à pourquoi mettre ça en ligne? Non, pas du tout. Il n'y a pas de réseau social, on va dire, dédié à la Générale Posthume. Enfin, il n'y a pas de page sur les réseaux sociaux de la Générale Posthume ou de l'hiver rude. Et du coup, en fait, ce qui se passe beaucoup, c'est que quand il y a du contenu qui est publié, ce qu'on aime partager, c'est des choses qui sont spontanées et pas des choses forcément très réfléchies. Et on aime beaucoup, c'est justement ces temps de, ce que tu appelles des temps de vide ou des temps de rien, tu vois, sur des déplacements ou sur du montage. C'est que, en fait, c'est une réalité aussi de notre vie et du spectacle. Ça va très bien aussi avec l'hiver rude et avec la Générale Posthume. C'est pas une entité, c'est que le spectacle et cette compagnie, en fait, après, c'est le cas pour toutes les compagnies et tous les spectacles, mais c'est que c'est des êtres humains. Et en fait, l'hiver rude n'arrive pas comme ça, comme par magie, sur un plateau. Il y a du trajet et c'est que c'est aussi des choses en fait qui méritent d'être montrées. Le chapiteau, il y a quand même beaucoup cette notion d'itinérance et de transport et de montage et de démontage que les gens peuvent avoir facilement en tête ou qui peut arriver assez facilement à l'esprit. Par contre, quand tu arrives dans un spectacle, dans une salle pour voir un spectacle, tu as moins la réflexion de ah oui, ils ont dû monter et ils ont dû traverser la France pour venir jouer ce spectacle. Donc, il n'y aura pas de communauté générale posthume à part les gens qui ont réussi à avoir un top bag. Il n'y aura pas de communauté. Comment ça? Généralement, les gens qui font tu sais, qui sont vraiment actifs dans les réseaux, ils parlent plus de fanbase, ils parlent de communauté. C'est comme quelque chose de marketing, en fait. Les stories de circassiens, ils font pas communauté. Et je trouve ça paradoxal, en fait. Que le cirque, qui se revendique très communautaire, la Ouais. famille du cirque, etc., n'utilise pas ou détourne ce réseau-là pour en faire quelque chose qui n'est pas communautaire. Là où tu commences à faire une entreprise de communication qui peut créer communauté, etc., mais où justement tu changes de perspective, c'est là où ça a l'air de bloquer aussi, quoi. Ce qui est intéressant aussi, c'est votre usage des hashtags. Bah, je sais que Bambou, quand elle met des hashtags, moi après j'ai découvert ça il n'y a pas très très longtemps, puisque je ne suis pas une grande adepte de tout ça, c'est que je sais qu'elle ne met pas les hashtags qui sont attendus et convenus, on va dire pour un réseau circassien. Très régulièrement, quand tu vois là des vidéos des jeunes, en gros, qui sont en école ou qui viennent juste de sortir, tu as très souvent le hashtag Circus Every Damn Day, Circus All Around the World ou des choses comme ça. Bambou, elle les utilise pas du tout parce qu'en fait, on ne se reconnaît pas et on ne se revendique pas de cette communauté circassienne qui veut montrer ce qu'elle est capable de faire techniquement dans sa discipline, le cirque. Et c'est que nous, on est beaucoup plus proche d'une communauté rigolote. Je sais pas, qui a beaucoup d'autodérision et je crois que Bambou, elle doit mettre des hashtags qui n'existent pas ou des chat le plus long du monde parce qu'il y a le spectacle, parce qu'il y a le chat à un moment dans le spectacle qui fait le chat le plus long du monde. Elle détourne cette utilisation normalement du hashtag qui renvoie à d'autres pages et à des communautés, des ensembles, des centres d'intérêt. Et en fait, elle les utilise vraiment comme une blague. Moi, je dirais que c'est une utilisation anarchiste. On n'a pas du tout parlé de politique par rapport à l'image et par rapport au cirque, au numérique, mais c'est vrai qu'on... Ça, je trouve que c'est une vraie question intéressante. Pour Balance ton cirque ou pour d'autres entités, bah, on sait que ça a fait ses preuves. Je pense, des personnes trans ont utilisé ce médium-là pour se fédérer. Oui. C'était la même chose avec les groupes Facebook, que ce soit un médium qui fonctionne bien. Après, chez les circassiens, il y a une volonté de faire de la militance, mais il n'y a pas les codes forcément classiques de la militance. Moi, j'ai pas encore eu l'occasion d'avoir une réflexion très très approfondie là-dessus, mais ce que je peux en dire aujourd'hui, du peu que j'ai réfléchi, c'est que ce support numérique, ces espaces, ces réseaux sociaux, on va dire dans le côté politique, il y a quelque chose qui est très frontal, qui est très affirmé, qui montre des choses ou qui dénonce, et c'est un espace qui est facilement, je trouve, politisable, mais qui, pour moi, reste quand même un espace difficilement... alors, comment je peux dire ?
Je vais formuler différemment. C'est que dans ma vision personnelle des choses, la revendication, l'espace de lutte et l'espace politique sont forcément des espaces publics, physiques et corporels. Pour avoir un minimum d'efficacité pour un réseau social, dans le sens de porter un message ou porter une idée, une idéologie, on va dire, forcément, il faut que, en parallèle de ça, il y ait quelque chose de physique et de corporel à un moment. Les révolutions numériques, la révolution du cirque numérique ne peut pas se faire s'il n'y a pas à un moment quand même des corps qui s'investissent dans un lieu, dans un espace qui est en 3 dimensions et qui est vivant. C'est qu'il ne faut pas en fait que ces supports numériques deviennent dominants dans ma pensée à moi. Il faut que ça reste un outil, non, il faudrait que ça reste un accessoire et pas que ça devienne un outil. Je sais pas, c'est assez compliqué la nuance entre les deux. Est-ce qu'elle est hyper présente ou pas, cette peur de la concurrence de l'image? Par exemple, c'est pareil, je prends juste mon cas personnel. Je juge beaucoup plus ce que je vois en vidéo avec un œil beaucoup plus critique et je me positionne beaucoup plus dans la binarité j'aime, j'aime pas, sur de la vidéo, sur du support numérique, sur du réseau social. Alors que si on me présentait exactement la même chose, mais en réel, en 3D, moi, j'aurais une pensée qui est beaucoup plus nuancée. Parce que j'ai l'impression aussi que le format du réseau social, le format du numérique m'impose une seule vision des choses. Et j'ai l'impression que c'est soit j'y adhère complètement et c'est très bien, soit j'y adhère pas du tout. Et du coup, je me positionne vraiment en contre de ce que je vois ou de ce que je lis. Une forme de binarité, en fait. Ouais, c'est ça. C'est que j'ai l'impression que le réseau social implique peu de nuances dans l'analyse critique. Mais ça, c'est juste mon ressenti perso et par rapport à l'expérience aussi que j'ai des réseaux sociaux qui est assez faible. Je veux pas y porter trop d'attention non plus parce que j'aime bien justement rester objective, être capable d'avoir une analyse sur les choses que je vois qui soit moins radicale. Ou alors qui soit radicale mais pour des bonnes raisons. Il y a peut-être des choses que tu as encore envie de dire. Est-ce que les réseaux te donnent une source d'inspiration? Alors oui, ça, c'est par vrai que exemple. ça, Moi, je regarde pas du tout les vidéos des autres. Je regarde pas ce que les gens font sur Instagram en termes de cirque. Le support numérique et le support réseau social en termes de circassienneté, moi, je le consulte pas du tout et du coup, c'est pas une source d'inspiration. Déjà, je pense que j'aurais un peu peur de me dire oh là là, mais en fait, ce que je fais, il y a d'autres gens qui le font. D'une certaine façon, je préfère rester dans cette ignorance et dans cette naïveté plutôt que de me retrouver confrontée à une productivité des gens en termes d'image. On a beaucoup parlé de ça avec Bambou, notamment sur notre pratique de l'agré, sur notre pratique du trapèze. Et au-delà de la question du réseau social et du numérique, c'est que dans nos parcours respectifs, une fois qu'on a quitté l'école de cirque de Lyon, Bambou, elle a été beaucoup confrontée et elle a vu beaucoup de gens qui font du trapèze fixe, donc qui pratiquent la même discipline que nous, alors que moi, j'en ai vu très très peu. Donc à Lyon, on n'était que toutes les deux avec Bambou en trapèze fixe. À Amiens, on était, si je me trompe pas, on était 2 aussi. Rosny, on était 2 avec 2 années différentes. Et dans tout mon cursus au CNAC, j'ai été toute seule avec cet agrès-là. C'est uniquement quand je suis partie qu'il y a d'autres gens qui sont arrivés avec cette discipline. On va dire que moi, j'ai jamais eu physiquement devant moi véritablement des éléments de comparaison ou des sources d'inspiration. Je les ai jamais cherchés non plus. Alors que Bambou, qui est passé par le Lido, qui s'est beaucoup entraînée au Lido, à la grainerie, elle les a beaucoup plus vues. Elle a fait Circule aussi. Circule, qui est quand même une grosse école pour l'aérien, pour le trapèze fixe. Et elle, Bambou, du coup, elle regarde beaucoup les vidéos de ce que font les autres trapézistes. Et moi, ouais, je le fais pas du tout. C'est que je crois que j'ai une crainte aussi de si je regarde ces vidéos, j'aurais peur à un moment de faire presque du recyclage inconscient de choses que j'ai peut-être vues à un moment. Est-ce que ça c'est pas compensé par le fait que tu vois plus de spectacles? Peut-être. Après, c'est vrai que si on parle juste de discipline trapèze fixe, mine de rien, c'est une discipline qui est pas très très représentée dans les spectacles. C'est quand même une des disciplines que j'ai le moins vues.
Après, là, depuis quelques années, il y a beaucoup plus de spectacles avec du trapèze fixe. Il y a des spectacles monodisciplinaires aussi, chose que j'avais jamais vue avant. Je préfère voir les trapézistes en vrai plutôt que de les chercher sur les réseaux sociaux. Sans cette recherche-là, est-ce que tu arrives quand même à rentrer en contact avec d'autres trapézistes? Ça arrive, mais du coup, ça n'arrive pas en lien direct. C'est que j'ai toujours un intermède qui est Bambou. Il y a du coup les trapézistes que je connais parce que moi j'habite à Châlons-en-Champagne et que du coup je connais les élèves trapézistes qui sont à l'école. Mais je les ai connus avant parce que Bambou avait déjà vu des vidéos d'elle. Donc elle m'avait dit « Oh, regarde, il y a telle personne qui va arriver à l'école qui fait ça. » Toutes les autres personnes qui pratiquent cet agrès, je les ai soit rencontrées, soit vues, soit eu connaissance de ces personnes-là par Bambou. Je suis assez hermétique en fait à cette pratique-là du réseau social. Mais je ne sais pas si j'y suis hermétique parce que j'ai envie de me protéger d'une certaine façon ou si c'est par pure flemme. J'hésite. Tout à l'heure, tu as dit que tu ne voulais pas réinterpréter des choses de manière inconsciente, mais ça veut dire qu'il y a Ouais. aussi une forme de réappropriation du travail des autres. C'est ça qui te bloque là-dessus? Ou de mise en compétition par rapport à des gens qui sont ultra forts ou parce qu'ils font telle ou telle figure ou je ne sais pas quoi. La notion de compétitivité, on va dire sur un niveau technique, enfin je l'ai pas du tout. Après j'aime bien regarder du coup des vidéos maintenant un petit peu de gens en me disant waouh mais cette figure elle est géniale, c'est incroyable. Mais moi c'est pas un endroit qui me met mal à l'aise par rapport à ce que moi-même je suis capable de faire. Par contre, c'est plus sur de la production artistique, de la construction artistique. Mais j'aurais tendance à dire que ce que je n'ai jamais vu, je peux pas me dire que si jamais je produis quelque chose qui est similaire, ça veut dire que je l'ai copié. Je préfère me dire, je crois, qu'il y a eu des gens à des moments qui ont eu des idées identiques et qui les ont mises en œuvre d'une manière assez identique, plutôt que de me dire ah oui mais en fait j'ai fait ça parce que j'ai vu machin faire ça, mais en fait c'est ce qui se passe à chaque fois quand même, c'est qu'il y a toujours une inspiration à un moment et un processus inconscient. Cette C'est question. lié à l'affaire Johan Bourgeois ou tu as ça depuis longtemps? Non, j'ai ça depuis bien avant l'affaire Johan Bourgeois. Parce que justement, en fait, j'ai ça depuis que Bambou m'a fait remarquer ah mais toi en fait tu regardes pas du tout de vidéos de trapézistes. Et c'est vrai que quand il y a eu cette affaire Johan Bourgeois, je pense comme beaucoup de gens, j'ai eu un regard sur moi, ce que j'avais déjà fait et ce que j'avais envie de faire. Est-ce que je suis capable d'analyser pourquoi j'ai fait ça comme ça? Qu'est-ce que j'ai vu avant ou qu'est-ce que j'ai lu, qu'est-ce que j'ai entendu qui a pu m'inspirer ça? Et est-ce que du coup, ce que moi j'ai produit, on va dire, est-ce que ça désavantage, enfin, est-ce que ça spolie le bien ou la pensée artistique de quelqu'un? Et c'est vrai que d'un seul coup, c'était un processus très, très malaisant parce que, en fait, j'ai eu la sensation que je me retrouvais dépossédée presque de tout ce que j'avais fait. Entre guillemets, j'ai rien créé, j'ai juste recyclé des choses ou réaménagé des choses qui existaient déjà. Et puis Mais après, voilà, je me suis rassurée un peu en me disant qu'il y avait toujours une différence entre s'approprier des choses que les gens ont fait avant et être inspiré par. Et du coup, depuis qu'il y a eu cette affaire Johan Bourgeois, à chaque fois que j'ai envie de quelque chose et que je me dis ah ça peut faire penser à ce que quelqu'un d'autre a fait avant, j'envoie un message, j'envoie un mail où j'essaye de rentrer en contact avec la personne en lui disant je m'apprête à faire ça. D'une certaine façon, ça peut me faire penser à ce que toi tu as déjà fait. Est-ce que toi tu es capable d'avoir une analyse en te disant ça n'a rien à voir? Ou est-ce que ça te pose un problème? Est-ce que tu en as rien à foutre? Ou est-ce que tu me dis très clairement ah non c'est mort, je t'interdis de faire ça parce que tu te réappropries mon idée? et c'est des questions que tu poses juste à d'autres trapézistes ou de manière plus générale des circassiens, des circassiennes ou De vraiment manière des gens qui font générale. d'autres choses d'ailleurs? C'est de manière générale parce que pour le coup, dans ma pratique circassienne, je ne me pose plus du tout de questions. Parce que tout ce que je fais maintenant sur le trapèze, alors oui, forcément, il y a des choses que d'autres gens font aussi, mais c'est des choses que j'ai eu là, qui viennent suffisamment de mon moi profond, de mon moi intérieur, pour me dire que j'ai pas à remettre ça en question. Non, mais c'est très éthique comme démarche. C'est très éthique, mais ça bouffe aussi beaucoup.
ça déconstruit l'acte artistique. Ce qui est spontané pour toi à la base, tu es obligé de le décortiquer. Du coup, c'est plus vraiment spontané parce que tu commences à vraiment analyser pourquoi ça t'est arrivé, pourquoi, comment, est-ce qu'il faut le mettre en comparaison avec d'autres gens. Alors ça existe de telle façon aujourd'hui, mais si ça se trouve dans 5 ans, ce sera perçu par les gens différemment parce qu'il se sera passé des choses. Ouais, je trouve que ça dénature un peu l'acte artistique de par sa spontanéité. C'est que ça devient beaucoup de philosophie, philosophie artistique et bon, moi j'aime bien, ça me dérange pas. Hein. J'aime bien qu'on termine l'interview sur de la philosophie artistique. Moi, ça me va. Ah, super. Et merci, Gwen. Suite à l'entretien que nous avons réalisé, Bamboo Monnaie nous a envoyé par mail des réponses complémentaires sur certains points précis. Sur l'utilisation des hashtags, Gwen précise que je n'utilise jamais les hashtags mainstream et fédérateurs comme Circus Around the World. Alors qu'au contraire, depuis quelques mois, j'ai commencé à les utiliser sur Instagram, mais pas sur Facebook, pour toutes les vidéos réalisées avec Noémie Deveau et certaines de mes vidéos de trapèze. Dès que j'ai commencé à vouloir styliser mon compte Instagram et à me dire j'aimerais bien que mon contenu touche plus de monde, qu'on me reconnaisse aussi sur Instagram comme circassienne et trapéziste, en me comparant avec les élèves du CNAC ou avec certaines trapézistes que je suis sur Instagram, je me suis dit que c'était en mettant des hashtags comme les autres que ça allait marcher. Ce qui ne me ressemble pas du tout. Au départ, je me moquais de tout cela, et j'utilisais des hashtags what the fuck et rigolo, comme disait Gwen. Je crois d'ailleurs que je vais y revenir, parce que finalement, les hashtags mainstream n'ont pas du tout marché. J'ai dû gagner 40 followers en 6 mois d'utilisation des hashtags. Pourquoi? Est-ce que le contenu du compte n'est pas assez intéressant et adapté à Instagram? J'ai l'impression que le contenu cirque qui buzz sur Instagram est le contenu très corporel, physique et technique, et c'est ce que nous ne mettons pas du tout en avant. Est-ce que les réseaux sont une source d'inspiration? Gwen et moi avons une réponse très différente à cette question. Comme elle le dit, je regarde beaucoup les réseaux et les vidéos des autres. Je me mets en contact et parfois en comparaison avec mes pairs. J'aime savoir ce qui se fait, l'actualité du cirque, savoir qui est qui. Pour moi, ça fait partie de l'histoire du cirque. Enfin, sur la question de la vidéo circassienne, je pense que ce que j'essaie de dire dans l'entretien vers la minute 16 est véritablement décrit vers la minute 22. Notre méthode est d'imaginer un projet graphique. On pense à l'image, au costume et à l'esthétique du plan. Et ensuite, on filme en plan séquence, sans répétition, sans deuxième prise, ce qui se rapproche finalement assez du spectacle vivant, puisque c'est l'idée du one-shot. On ne triche pas non plus en filmant à nouveau une séquence qui ne nous a pas plu, parce que ce n'est pas possible sur scène. Merci Gwen et Bambou pour ce long entretien sur le cirque et les réseaux sociaux.